Bonjour à tous, du coup il est 14 heures, vous êtes 50 connectés, donc on va dire qu'on peut commencer et que les suivants, les autres inscrits prendront en route. Donc bienvenue au premier webinaire du réseau demain sur la thématique aborder une entreprise. Donc il vous est proposé dans le cadre d'un financement de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du FSE. Je suis donc Pauline Gervais, j'anime le réseau demain à la Fédération des entreprises d'insertion en Auvergne-Rhône-Alpes et j'animerai donc ce webinaire avec ma collègue Johanna Bassieux qui est chargée de développement également à la Fédération des EI. Avant de démarrer en quelques mots, donc le réseau demain a été créé en 2017 par la Fédération des EI donc en Auvergne-Rhône-Alpes pour accompagner les structures d'insertion à mutualiser des postes de chargés de relations entreprises mutualisés par des structures d'insertion et des EA. Aujourd'hui, 21 postes existent sur l'ensemble de la région. Les chargés de relations entreprises ont pour mission de soutenir les CIP des 150 structures qui les mutualisent actuellement pour faciliter l'accès à l'emploi durable des salariés de la région. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez bien sûr me contacter ou aller voir sur le site www.demain.life. Notre objectif au sein du réseau Demain est de nous réunir pour partager nos pratiques, mutualiser des outils, les capitaliser pour les essaimer au sein du réseau. Également, nous nous attachons à identifier les pratiques des professionnels sur l'ensemble de la France et diffuser tout ce que nous pouvons collecter. C'est un petit peu aussi l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, c'est de partager toutes les pratiques et tout ce qu'on peut échanger au sein du réseau Demain. Donc aujourd'hui, 7 professionnels membres du réseau Demain, mais pas que, vont se succéder pour témoigner de la façon dont eux abordent les entreprises et entretiennent des relations avec elles pour faciliter l'accès à l'emploi durable des salariés avec lesquels ils peuvent travailler au sein des structures. L'objectif est d'avoir un échange qui soit concret, que chacun puisse repartir avec des expériences, des pratiques qu'il puisse ensuite intégrer dans son quotidien pour les expérimenter, les tester, pourquoi pas les adopter. Vous pouvez bien sûr utiliser le chat qui est à votre disposition et surtout le Q&A où ici vous pouvez poser vos questions aux intervenants pendant leur présentation, que je puisse leur relayer soit en fin de chacune des présentations ou pendant l'échange questions-réponses qui aura lieu plutôt sur la fin du webinaire. Vous pouvez suivre les questions des autres participants et voter si vous êtes intéressé par cette question pour que je puisse les poser en priorité. Ce webinaire donc, est enregistré et sera diffusé sur le site du réseau Demain et sur notre page LinkedIn en replay, si jamais des collègues n'avaient pas pu se rendre disponibles et souhaitaient écouter ce webinaire. Donc pour vous présenter rapidement les 7 intervenants qui vont se succéder, donc nous aurons en premier Yann Peters qui est CIP pour une entreprise d'insertion en Haute-Savoie qui vous parlera de comment il accompagne les salariés et il s'appuie sur le réseau de l'entreprise d'insertion pour faciliter l'accès à l'emploi durable des salariés avec lesquels il travaille. Nous aurons un binôme ensuite, Sonia Amadou et Amandine Valette, qui travaillent pour une ETTI dans l'Ain, qui vous exposeront aussi comment elles travaillent avec les salariés et les entreprises. Ensuite, Odette Ménétré, qui travaille pour les structures d'insertion de la Savoie. Elle est chargée de relations entreprises pour toutes les structures du département. Ensuite, Ophélie Grasset, qui travaille pour Repère Métropole et les structures d'insertion qui sont sur la métropole de Lyon. Elle nous parlera donc de comment ils accompagnent les salariés, les entreprises et aussi la spécificité de Repère Métropole Handicap. Ensuite, Didier Jobert, qui est responsable du développement pour le groupe ARES en région parisienne, qui a un parcours en entreprise et qui nous parlera donc de la façon dont, lui, dans sa vie professionnelle, avec tout ce qu'il a acquis, il aborde les entreprises. Et enfin, Tiana Ristisevi, qui est consultante pour Social Cobiz, qui nous parlera des joint ventures sociales. Voilà, je m'arrête pour l'introduction. Je vous remercie encore de votre participation. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions sur le Q&A pour qu'on puisse orienter et que les intervenants puissent répondre au mieux à vos interrogations. Donc, je vais d'abord laisser la parole à Yann Peters qui va donc nous présenter sa façon de travailler et le projet social de sa structure. Bonjour Yann. Bonjour Pauline, bonjour à toutes et à tous. C'est moi qui ai donc la lourde tâche de commencer. Alors, je vais déjà commencer par me présenter. Donc, Yann Peters, moi je suis chargé d'accompagnement socio-professionnel et chargé de relations entreprises pour l'entreprise Azeta.
Azeta, qui est une entreprise d'insertion dans le domaine de la sous-traitance industrielle dans le secteur de la vallée de l'Arve en Haute-Savoie. Un petit mot sur Azeta, c'est une entreprise d'insertion qui embauche en moyenne 80 salariés à l'année, répartis sur 2 sites. On est dans une vallée qui est très industrialisée et du coup, on a fait le choix de se positionner sur le marché de la sous-traitance industrielle qui consiste rapidement à réaliser une opération sur de petites pièces qui ont été usinées par des entreprises de décolletage. Donc, on fait essentiellement du tri et du contrôle, mais également de l'assemblage de sous-ensembles, du conditionnement et du marquage. Pour ceux que ça intéresse, on a un super site internet qui a été fait il n'y a pas longtemps, donc je vous invite à aller le regarder. Dans la thématique qui est abordée l'entreprise, donc Pauline m'a demandé d'intervenir sur la partie de la préparation des salariés à la recherche d'emploi, parce que je pense que chez Azeta, la particularité de mon poste, c'est qu'en plus d'avoir la mission de chargé de relations entreprises, elle est couplée aussi à la mission de chargé d'accompagnement socio-professionnel. Et ça me facilite aussi quand même beaucoup la tâche dans ma seconde mission pour aborder les entreprises. Pourquoi? Parce que le point de départ de tout ça, c'est le salarié. Et sans la connaissance précise des salariés, pour moi, il n'est pas concevable d'aller chercher l'entreprise et de promouvoir son profil dans l'objectif d'une PMSMP ou d'un contrat ou ce genre de choses. Et c'est pourquoi la relation entre un CIP, par exemple, et un chargé de relations entreprises est vraiment importante. Ce n'est pas forcément possible dans les petites structures d'avoir la mission de chargé de relations entreprises. Et c'est pour ça que le réseau de demain existe d'ailleurs. C'est pour avoir des postes mutualisés comme ça. Et il faut qu'il y ait une relation de confiance qui s'établisse entre le CIP et le chargé de relations entreprises. Parce que le chargé de relations entreprises doit avoir la connaissance pleine des salariés qui l'accompagnent. Alors chez Azeta, la majeure partie de nos salariés, nous, souhaitent s'orienter vers l'industrie, évidemment, parce que c'est un peu la porte d'entrée facile, entre guillemets, pour les personnes qui n'ont pas forcément de qualification. Il y a aussi une certaine attractivité autour de l'industrie, parce qu'on parle aussi de monter en compétences assez rapide et d'attractivité des salaires aussi. On a aussi la possibilité de travailler à côté en Suisse après, donc c'est vrai que c'est un secteur qui est très attractif, c'est un secteur en tension qui recrute énormément sur l'année. Mais cependant, quand vous vous rapprochez des recruteurs, vous vous rendez vite compte que finalement, ce qu'ils recherchent, c'est comme un peu dans tous les secteurs, c'est quelqu'un qui est qualifié, voire surqualifié, qui est polyvalent, qui est flexible, le fameux mouton à 5 pattes, comme on l'appelle, et au point de ne pas toujours arriver à satisfaire leurs besoins. Alors, comme je vous dis, ce constat, il n'est pas propre à l'industrie, mais j'y reviendrai parce que chez nous, c'est assez prédominant. Et ça ne date pas d'aujourd'hui en plus. Alors, je sais que le travail des structures d'insertion, notamment du CIP ou du CRE, c'est d'arriver à changer ces représentations pour que finalement les offres soient plus adaptées et que les recruteurs aient une meilleure approche de nos publics. Mais c'est aussi le travail des CIP d'essayer de rapprocher un peu les salariés en insertion en termes de compétences pour que la rencontre puisse se faire. Alors, chez Azeta, du coup, on a décidé de centrer aussi un petit peu là-dessus à travers différents outils que je vais vous parler juste après. Surtout que, alors je ne sais pas si c'est une particularité de notre bassin, mais je ne pense pas, mais les personnes sont quand même relativement éloignées de l'emploi, elles multiplient les freins. On a entre autres une recrudescence des publics avec une problématique FLE, à laquelle s'ajoute aussi celle de la santé, parfois de la mobilité. Surtout dans une vallée comme la nôtre, où si on n'est pas mobile, on ne trouvera pas de poste, c'est impossible. Alors, on s'efforce de construire un parcours fiable, un parcours efficace, viable sur le long terme, pour monter en compétences nos salariés. Quelqu'un qui sortirait d'Azeta en ayant juste les compétences travaillées sur ses seuls postes de travail en interne, finalement, arriverait à s'insérer sur le marché de l'emploi en intérim. Et on sait très bien que l'intérim, c'est la variable d'ajustement des entreprises. Donc, nous, ce n'est pas l'objectif. Au contraire, c'est vraiment d'inscrire la personne sur un emploi durable. Alors, ça passe par différentes choses. Nous, premièrement, déjà, c'est le discours qu'on tient dès l'entrée pour le salarié. On veut que le salarié s'inscrive vraiment sur un projet durable. C'est important que le salarié puisse entendre qu'on a 2 ans. 2 ans, c'est long, mais c'est aussi court pour que le salarié puisse vraiment s'inscrire sur un projet. Alors, il ne faut pas qu'ils soient contre la formation parce qu'on leur dit tout de suite qu'ils vont être formés déjà en interne et qu'on aura pas mal de choses à mobiliser après, derrière pour eux, pour qu'ils puissent monter en compétences là-dessus. On a aussi développé, je profite parce que Johanna est présente avec nous pendant ce webinaire, mais du coup, on a développé la FEST, nous, sur cette année. Donc, la FEST, c'est l'action de formation en situation de travail. Je crois qu'il va changer de nom, c'est un peu compliqué à dire comme ça. Donc, qui est en fait la valorisation, déjà d'une part, des heures de formation qui sont réalisées en interne par les encadrants techniques, parce qu'on s'est rendu compte que les encadrants techniques n'étaient pas assez valorisés, en tout cas, leur travail n'était pas assez valorisé. Et ça permet aussi d'objectiver surtout la formation qui est dispensée aux salariés et
ce qui permet l'objectivation, c'est justement le fait de pouvoir évaluer les salariés, et ça peut même aller jusqu'à la certification. Donc, on peut se retrouver avec des salariés qui déjà partent d'Azeta avec un premier niveau de certification, de qualification, qui peuvent faire valoir après sur le marché de l'emploi. Alors ça, c'est un des outils qu'on fait, mais on a aussi, nous, développé en interne d'autres choses. On a aussi fait des ateliers collectifs. Alors, on sait très bien que les CIP travaillent certaines choses, certaines thématiques avec les salariés. Nous, on a aussi fait le choix de faire des ateliers menés par les encadrants techniques directement sur certaines thématiques, mais plus techniques. Alors, par exemple, nous, dans l'industrie, je vais parler prêcher pour ma paroisse, mais nos encadrants techniques sont des professionnels de l'industrie et ont des compétences plus, on va dire, qu'elles peuvent aussi, démontrer auprès de nos salariés. On a par exemple une compétence qui est la lecture de plan, qui est très recherchée sur le marché de l'emploi. C'est quelque chose qu'elles peuvent leur apprendre en plus, effectivement, des compétences qu'elles travaillent sur les postes de travail. Mais voilà, ce n'est pas quelque chose qu'on a besoin sur nos postes de travail, mais c'est quelque chose qu'on peut travailler en atelier avec les responsables. Il y a aussi toute la partie thématique, on va dire, travail de recherche d'emploi, un TRE, qui est fait ça par contre avec le CIP. Donc, c'est moi qui m'en charge ici. Et c'est vrai qu'au-delà de travailler l'aspect d'un CV ou d'une lettre de motivation, qui est toujours importante, bien sûr, ou de la simulation d'entretien, on va aussi travailler sur la représentation du travail, en tout cas leur représentation du travail et de leur bassin d'emploi. Parce qu'effectivement, encore une fois, oui, travailler dans l'industrie, c'est possible. Travailler dans l'industrie, dans le décolletage, sans qualification sur du long terme, ça, c'est pas possible. Et c'est quelque chose qu'il faut arriver à faire comprendre au fur et à mesure auprès des salariés. Donc, on fait des ateliers aussi pour leur faire prendre conscience de ces choses-là. Bien sûr que le savoir-être est primordial, les codes de l'entreprise et du monde du travail doivent être acquis, que les problématiques de mobilité et de garde d'enfants doivent être réduites au maximum parce que l'employeur n'a pas forcément envie de s'embêter avec ça, même si nous, derrière, on est là pour les accompagner là-dessus. Qu'il faut avoir la bonne posture, effectivement, et qu'il ne faut pas avoir peur de se former. On ne veut pas leur faire miroiter certaines choses alors que ça ne correspond pas du tout à la réalité du marché de l'emploi. Donc, c'est pour ça qu'on prend, nous, le temps, tout au long de leur parcours, d'aborder ces différents sujets. Et puis, un autre outil, effectivement, et c'est vrai que c'est l'outil phare des structures d'insertion, c'est la PMSMP. La PMSMP, elle a deux vocations pour moi. C'est soit initier une démarche de recrutement, soit une découverte de métier ou d'un secteur. Et ce n'est pas la même approche vis-à-vis des entreprises en fonction de l'objectif de la PMSMP. Parce que nous, on va avoir tendance aussi à mettre les gens en stage dans un premier, voire un deuxième contrat pour de la découverte de secteur, mais aussi pour avoir le retour de l'employeur sur les compétences qui doivent être encore travaillées pour que le salarié puisse après prétendre intégrer l'entreprise. Et ça permet du coup de savoir quelle formation on doit mettre en place, quelles compétences on a à travailler. Et après, on travaille sur du long terme et on peut reprendre contact avec l'entreprise plus tard quand un besoin se fait ressentir. La chance qu'on a, nous, à Azeta, c'est qu'étant dans la sous-traitance industrielle, on travaille avec beaucoup de clients, beaucoup d'entreprises, ce qui nous permet d'avoir un premier réseau, j'ai envie de dire, d'entreprises à aborder parce que, outre l'aspect commercial avec lequel ça se passe relativement bien, on sait très bien que d'autres passerelles après peuvent se créer, tout simplement. Une fois qu'on a, j'ai envie de dire, un pied dans l'entreprise, qu'il soit par la porte commerciale ou autre, on arrive facilement à avoir d'autres contacts, ce qui n'est pas forcément toujours évident. Et après, d'arriver à expliquer certaines choses et à arriver à justement créer un petit partenariat pour après essayer de faire du placement, que ce soit sur du court terme ou sur du long terme. Alors, je parle des clients parce qu'on est dans la sous-traitance industrielle, mais il faut aussi penser que dans toutes les structures, on a un cercle finalement qui nous entoure, qui est important à solliciter parce que finalement, ça peut aller de l'entreprise qui vient tout simplement pour ravitailler la machine à café, que celle qui s'occupe de l'entretien des espaces verts ou des locaux. Ça peut être aussi très bien les anciennes entreprises dans lesquelles les encadrants techniques ont travaillé. Tout ce petit monde qui gravite autour de l'entreprise, il ne faut pas hésiter à le solliciter parce que c'est souvent des choses à laquelle on ne pense pas forcément et qui pourtant peuvent être facilement mobilisables. Alors chez Azeta, c'est quelque chose qu'on fait. Moi, j'ai commencé à le faire et même au niveau des clients, je sais que je n'en ai pas encore fait le tour parce qu'il y en a chaque année, ça change. Mais en tout cas, c'est un premier cercle en tout cas, à contacter et moi, je vous encourage de le faire. Voilà pour ce que j'avais à dire sur ma partie.
Je ne sais pas si Pauline, après, Merci Yann prend pour la ce main. retour. Juste un peu ce que j'ai retenu de ce que tu as dit, parce qu'il y a beaucoup de CIP, je sais qu'ils sont connectés cet après-midi pour nous écouter. De ce que je retiens de ton intervention, c'est que le lien entreprise, c'est pas que l'affaire du CIP. Tu as beaucoup parlé de l'implication des encadrants techniques, que ce soit pour l'action d'AFES, des ateliers collectifs, les relations qu'ils peuvent avoir avec les différentes entreprises dans leur quotidien. Donc oui, je retiens un peu ça de ton retour. Je n'ai pas vu de questions pour l'instant des participants. N'hésitez pas à en poser via le Q&R et à préciser aussi à quel intervenant vous souhaitez les poser si jamais. Oui, c'est sûr qu'effectivement, quand on va aborder une entreprise, il y a toujours un peu ce côté stressant. Déjà, il faut avoir le contact, mais il y a toujours ce côté un peu stressant de la présentation, comment ça va se passer. Et c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus simple quand la présentation a déjà été faite par une tierce personne. Et cette tierce personne, on peut avoir cette ressource-là en interne. Et faut y penser. Merci Yann pour ton retour. On va donner la parole maintenant à Sonia et Amandine. Hop, j'ajoute là. Donc, vous pouvez poser d'autres questions à Yann sur la fin du webinaire, sans problème. Alors, hop. Donc, Sonia et Amandine sur le TTI, du coup, à Bourg-en-Bresse, dans l'Ain. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Pauline, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme Pauline l'a dit, nous, on appartient au groupe AG2I, qui est un groupe composé de plusieurs structures, dont 2 EI et une ETTI, qui est intérimaire sur Bourg-en-Bresse. Moi, pour ma part, Sonia Amadou, j'ai un parcours plutôt RH. Je suis consultante recrutement sur intérimaire. Et donc, moi, je suis Amandine Malette et donc je suis CIP sur la structure et assistante de gestion, aussi bien sur le TTI que sur le EI. Et donc, moi, j'ai un parcours où j'ai travaillé pendant 12 ans dans des réseaux d'agences intérim classiques. Je suis issue d'une formation marketing à la base. Voilà, je suis arrivée sur des formations en droit du travail. Donc, l'intérim. Dans mon parcours, j'ai aussi travaillé au sein des structures de Pôle emploi et je suis titulaire des diplômes de la sécurité sociale. Donc, pour moi, c'était une logique d'arriver dans l'accompagnement avec cette vision de l'entreprise, puisqu'aujourd'hui, ce qu'on aborde aujourd'hui, c'est de se dire aujourd'hui, le monde du social et de l'accompagnement ne peut pas être dépendant ou indépendant totalement de l'entreprise et l'entreprise ne peut pas être totalement indépendante des structures comme les nôtres. Et l'idée après, c'est de trouver un terrain d'entente et de savoir comment communiquer ensemble pour qu'on puisse faire et les uns et les autres notre métier correctement. Voilà. Donc, pour notre part, sur le TTI, forcément, aborder une entreprise, c'est le quotidien. D'autant plus dans le contexte actuel, avec la crise sanitaire. Yann l'a dit tout à l'heure, souvent l'intérim, c'est la variable d'ajustement. Et du coup, on doit d'autant plus sortir notre bâton de pèlerin pour aller aborder les entreprises. Et on le fait de plusieurs manières. Donc, il y a la prospection dans le dur. Ça, on va dire que c'est pas précis, généralement. Moi, je suis RH à la base, j'ai toujours été en interne. Donc, voilà, prendre le titre entreprise et puis les contacter une à une, c'est jamais bien évident. On se fait parfois un peu violence. Donc, nous, c'est vrai qu'on aime bien le faire à deux. Comme ça, on se sent un peu moins seul parce qu'on se prend quelques vestes parfois. Mais on se prend aussi de très bons retours. Donc, voilà, on a notre listing entreprise et puis on contacte les entreprises avec pour objectif déjà de savoir comment elles vont. Parce que dans le contexte actuel, c'est important aussi de prendre la température auprès des entreprises. Les gérants, dirigeants, les RH se sentent aussi parfois démunis face à la situation. Donc, voilà, c'est important de créer du lien. Pas forcément d'y aller avec ses gros sabots commerciaux, mais vraiment de se dire, voilà, comment vous allez, qu'est-ce qu'on peut vous apporter. Aussi bien en termes de conseils, parce qu'en tant que ETTI, on a un rôle de conseil auprès de l'entreprise, qu'en termes d'intérim pur et dur si un besoin est. Donc, voilà, ce n'est pas la manière la plus facile en tout cas, mais c'est extrêmement important dans nos métiers, d'oser aller à l'entreprise, même si le taux de retour n'est pas extrêmement important. En tout cas, on crée des liens et derrière,
on prend une petite adresse mail, on prend un petit contact, on organise un rendez-vous. Une autre solution aussi, effectivement, d'aborder l'entreprise. Nous, en tant que CIP, on connaît le public qu'on accompagne, on sait exactement ce vers quoi on voudrait les accompagner sur le projet, on connaît leurs compétences, leurs aptitudes. Donc, l'idée aussi, en tant que CIP, c'est d'avoir un œil, et en tant que chargeur de recrutement, c'est d'avoir un œil effectivement sur les annonces, sur ce qui se passe, être beaucoup à l'écoute du marché pour être capable, à l'inverse, d'aller proposer un candidat en disant j'ai vu que vous cherchiez tel profil. Voilà, moi j'ai un candidat aujourd'hui, j'ai une personne que je suis qui, en mon sens, a les compétences. Et ça peut être aussi un moyen d'aborder une entreprise. Quand on n'est pas forcément à l'aise, le fait de frapper à la porte comme ça, sans motif, on va dire, imminent, eh bien là, on prend les choses un petit peu à l'envers. C'est qu'on va partir d'un besoin d'une entreprise avec nous, notre connaissance du marché, ainsi que des personnes qu'on accompagne. Du coup, ça peut être un point d'arrivée et un point d'entrée intéressant. Et en tout cas, en mon sens, un des plus simples, pour le coup, quand on n'est pas à l'aise avec l'exercice. Voilà. On utilise aussi beaucoup, nous, les réseaux partenaires. On sait que notre réseau partenaire, aujourd'hui, nous apporte pas mal de choses et on arrive à échanger aussi sur nos candidats, sur les gens qu'on accompagne. Et du coup, à l'inverse, aujourd'hui, on nous propose aussi des opportunités d'emploi pour les gens qu'on accompagne. Donc, quelle que soit la manière, et je crois qu'Yann l'a très bien dit tout à l'heure, la clé aussi pour être crédible envers l'entreprise, c'est de bien connaître ses salariés. À partir du moment où on est capable de mettre en avant leurs compétences, sans minimiser effectivement certains points qui restent à travailler, on reste quand même dans le milieu de l'insertion, à partir de là, on peut gagner la confiance de l'entreprise. Et c'est de là où la relation va s'ancrer et s'inscrire dans la durée, je pense. Concernant les partenaires, c'est important, les associations d'entreprise, les partenaires, les syndicats employeurs. Ça, c'est des réseaux, je pense que vous avez qui sont extrêmement importants. Et je pense qu'il peut être intéressant aussi de, entre guillemets, faire notre commerce de manière détournée, en proposant des actions de sensibilisation, en proposant des informations collectives, en montrant justement que le TTI, que l'IAE en règle générale, c'est pas, c'est assez méconnu, mais voilà, de montrer aussi l'image qui ressort en fait, que finalement, c'est des personnes qui ont énormément de compétences, énormément de motivation et qui sont accompagnées, pour lesquelles les freins sont résolus. Et donc, je pense que c'est important aussi, par ces actions-là, de se montrer, de se donner en visibilité, parce que c'est vrai que, et puis, en tant que chargée de relations entreprises, je remarque beaucoup, très peu d'entreprises connaissent l'IAE. Et il y a vraiment un monde parallèle, l'entreprise ordinaire, association, etc., collectivité, employeur, et l'IAE. Et les deux ne communiquent pas tellement. Et donc, c'est super important. Je rebondis en même temps sur la question qui a été posée. Bien vu, Sonia. Le truc, c'est que, effectivement, il y en a qui ont une vision négative de l'IAE par méconnaissance, et il y en a qui ne connaissent pas du tout, qui méconnaissent complètement. Et donc, l'objectif, et c'est nos métiers à nous, vos métiers aussi en tant que CIP, c'est d'aller démontrer tout le travail qui est fait dans l'IAE, tout l'accompagnement qui est réalisé, et leur montrer aussi que finalement, leurs salariés en entreprise, sous contrat classique, ne sont pas si éloignés que nos publics qu'on accompagne. C'est juste que sur l'IAE, on a la plus-value justement de l'accompagnement, du travail justement des CIP, des encadrants techniques, justement du travail qui est fait pour professionnaliser les salariés et leur apporter les billes pour réussir au mieux. Donc là-dessus, on a vraiment un rôle de promotion qui peut se faire par des salons, qui peut se faire par des infocalls, qui peut se faire par de la promotion des réseaux sociaux. Mais voilà, on a vraiment un gros travail là-dessus qui n'est pas négligeable et qui peut justement apporter des bonnes relations avec les entreprises. Un autre point important dans cette relation d'entreprise et cette volonté d'aborder l'entreprise, en tout cas sur cette thématique,
J'ai entendu beaucoup par le passé, moi, avant d'arriver dans ce milieu-là et dans l'accompagnement. Effectivement, avant, les CIP n'étaient pas préparés à ça. Parce que là, on nous demande quasiment d'avoir un job de commercial. On a notre partie, notre casquette d'accompagnement, et on a cette partie commerciale qui fait peur. Aujourd'hui, n'ayez pas honte de ce que vous faites. Au contraire, vous accompagnez des gens qui sont beaucoup fabuleux, qui savent faire plein de choses, mais qui, eux, ne savent pas, qui n'ont pas ces codes-là de l'entreprise. Un des bons moyens supplémentaires, alors hormis la connaissance de vos candidats, hein, qui sera la base de tout, en mon sens, pour aborder une entreprise, déjà, on ne peut pas le faire comme ça sans connaître. C'est quelque chose qui se prépare en amont, qui se prépare par Internet. On peut aussi faire appel au réseau, aux connaissances pour connaître un petit peu la société, comment elle fonctionne, est-ce qu'elle a l'habitude de recruter, quel type de poste elle recrute. Ça vous donnera plus de crédibilité que d'arriver avec… alors, je le dis pour faire sourire souvent, mais n'allez pas rencontrer une entreprise de maçonnerie si vous n'avez pas de personnes qui veulent faire maçon derrière. Ça ne sert à rien. Ça va vous mettre en porte-à-faux. Mais ça, on l'a vu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde de l'IAE, des fois, a une mauvaise image dans l'entreprise. À nous de véhiculer l'inverse. Nous sommes des professionnels et aujourd'hui, on se rend compte, on sait de quoi on parle. On n'était pas pro-recrutement à la base, mais aujourd'hui, on sait, on connaît les besoins d'une entreprise. Et si on va rencontrer les entreprises, c'est pour encore mieux les connaître et pouvoir répondre. Aujourd'hui, on entend toujours qu'il y a une problématique de main-d'œuvre, de recrutement. Et bien, nous, on peut peut-être leur apporter ces solutions. Voilà. Il faut aussi beaucoup, beaucoup le préparer en amont. Frapper à la porte comme ça, sans préparation, ça peut se faire. Mais quand on est vraiment très, très à l'aise avec l'exercice. Donc, souvent, voilà, nous, on échange avant, on prépare un minimum d'informations, au maximum, tant mieux, pour ne pas être démuni face à un employeur, en tout cas. Préparez aussi, venez équiper, si vous avez des cartes de visite, des flyers, des supports qui vous permettront peut-être d'être un petit peu plus à l'aise et de détourner… une conversation que les yeux dans les yeux, qui peut paraître et mettre mal à l'aise pour certains. Ça peut être des petites astuces comme ça qui rendront l'exercice un petit peu plus facile. Voilà. Est-ce que ça veut dire Enfin, simplement, on a fait donc, une petite formation, donc éventuellement, Pauline, tu pourras communiquer le support, mais il y a quelque chose que le formateur disait qui est vraiment vrai, c'est qu'est-ce que j'apporte ? Et de venir, non pas en disant vous avez des problèmes de recrutement et de pointer ce qui ne va pas, entre guillemets, c'est moi, qu'est-ce que je vais vous apporter en tant que conseiller en insertion professionnelle? Qu'est-ce que je vais vous apporter? Quelle qualité, quelles compétences, quel accompagnement et quelle connaissance de mes publics je vais vous apporter? Et c'est là-dessus qu'on doit faire notre plus-value, clairement. Ne supposez jamais avec une entreprise, surtout quand vous ne la connaissez pas, parce que la personne en face pourrait être vexée des suppositions. Vous avez une problématique de recrutement, je suis là pour vous aider. Et là, on parle d'expérience. Le patron va vous dire, mais qui vous a dit que j'avais des problèmes? Moi, je n'ai pas besoin de vous. Alors que le fait d'aborder différemment, effectivement, en montrant simplement, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais moi, j'ai peut-être des solutions qui peuvent vous faciliter le quotidien, vous faciliter la vie. Donc, du coup, voilà. Évitez les suppositions quoi qu'il arrive. Posez plutôt les questions. D'accord. Je vois qu'il y a une question aussi en… Ouais. Okay. Comment aborder une entreprise si on ne connaît pas son secteur d'activité? C'est là où ça va être important de préparer en amont et de se renseigner. Aujourd'hui, on a un outil informatique qui est fabuleux, Internet qui donne beaucoup d'infos. Vos partenaires aussi, n'hésitez pas à les questionner. Aujourd'hui, je trouve qu'il est effectivement plus compliqué d'arriver en n'ayant pas d'informations et en supposant des choses plutôt qu'en ayant… On a le droit de dire « je ne sais pas ». Dans le monde de l'intérim, voilà, je veux dire, moi, je ne suis pas soudeur, par exemple. J'ai eu rencontré des gens où je leur demandais quel était leur métier, qu'ils me montrent, expliquez-moi, pour que je puisse expliquer derrière aussi aux candidats que j'accompagne si c'est quelque chose qui peut être en adéquation avec leurs besoins. On ne connaît pas tous les métiers, on n'est pas formé dans ces métiers.
Je veux dire, plaquiste, aujourd'hui, oui, on sait à peu près ce que fait un plaquiste, mais n'étant pas nous-mêmes plaquistes, on a du mal des fois à se rendre compte de la masse de travail que ça peut représenter. Donc, n'hésitez pas à poser les questions quand vous ne connaissez pas un secteur d'activité. Et n'hésitez pas à interroger vos partenaires et même vos salariés. Certains ont peut-être déjà travaillé dans ce domaine d'activité. N'hésitez pas à les questionner. Au contraire, ça va les valoriser en leur mettant en évidence qu'ils ont des compétences que vous n'avez pas à ce niveau-là. Renseignez-vous aussi auprès des fédérations et des branches qui font aussi des formations régulièrement et qui peuvent vous faire visiter soit les ateliers pour que vous puissiez déjà vous rendre compte des machines qui sont utilisées par les soudeurs, etc. pour ce qui est de l'industrie. Ou sinon, et ça, faites-le vraiment quand vous allez en rendez-vous entreprise. Et les dirigeants généralement apprécient énormément. Demandez à faire une visite de l'entreprise. Et là, vous allez vous rendre compte et de l'environnement de travail et des métiers. Et ça, généralement, ça montre un intérêt pour l'interlocuteur aussi. Donc ça, je vous invite vraiment à le faire. Après, il y a Internet, effectivement, les vidéos métiers, les fiches métiers, Pôle emploi, etc. Mais là-dessus, effectivement, prenez vraiment le temps de vous renseigner. Et le rendez-vous avec l'entreprise est fait pour ça aussi, pour avoir plus d'éléments de détail. Et ensuite, dernier point, je dirais, là, on a parlé de choses simples dans le sens où on était parti dans l'idée où l'entreprise nous ouvrait la porte tout de suite. Et malheureusement, ça ne se passe pas toujours comme ça. Il faut être préparé à se prendre des portes régulièrement. On appelle ça maintenant, vous allez tomber sur des personnes qui seront toujours réticentes. Ça, on ne pourra rien y faire. Après, l'idée, c'est peut-être de dire, j'entends que vous n'ayez pas le temps tout de suite. Dites-moi quelle est votre disponibilité. Essayez de retrouver de renverser la vapeur. Que finalement, la personne, le dirigeant soit à l'initiative finalement du rendez-vous. Ou poser des questions simples, d'accord, mais à quel moment donné, vous avez une problématique recrutement? Quel type de recrutement? Simplement, je voudrais ces informations. Rassurer, de dire, voilà, une adresse mail et de revenir plus tard. Aujourd'hui, que vous ayez un rapport marchand ou non avec l'entreprise, on va parler de commerce quoi qu'il arrive, qu'il y ait une prestation payante ou pas. Donc, payante parce que là, je parle de ma casquette intérim, mais du coup, ma collègue qui est moins cette casquette-là ou moins sur des prestations payantes, que ce soit payant ou non, votre crédibilité, elle est la même, c'est-à-dire que vous avez quelque chose à apporter à l'entreprise. Donc, il faut essayer de jouer sur ces arguments et puis ne pas se décourager quand vous tombez sur quelqu'un de totalement réfractaire. Ça arrivera. Ça arrivera quoi qu'il arrive. Donc, il vaut mieux s'y préparer tout de suite. Voilà. Et puis après, en parallèle, bien continuer l'accompagnement effectivement avec vos salariés, parce que de toute façon, c'est ce qui sera la clé de votre réussite dans l'entreprise, quoi qu'il arrive. Voilà. Pour ma part, je pense avoir fait le tour. Merci beaucoup toutes les deux pour votre retour et avoir répondu aux questions. Je vais redonner rapidement la parole à Yann, si tu veux également rebondir sur les deux questions qui viennent d'être posées. Juste rapidement, je vais effectivement rebondir sur la question par rapport à comment était perçue l'IAE auprès des entreprises. Je pense que déjà, il y a une petite disparité aussi en fonction des types de structures, pour ceux qui connaissent l'IAE, bien sûr, mais il y a peut-être des disparités en fonction de la représentation qu'on peut avoir entre un chantier d'insertion, une entreprise d'insertion ou même une entreprise temporaire d'insertion. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a quand même une certaine amélioration qui a été faite déjà sur la représentation du secteur IAE, notamment aussi à travers les messages qui peuvent être véhiculés au niveau politique, mais il ne faut pas hésiter à jouer sur la RSE pour ceux qui ont un peu la fibre sociale. Et puis, dans l'échange avec les entreprises, on va tout de suite voir si l'entreprise a un intérêt que purement économique dans la relation ou justement a cette fibre un peu sociale. Ça m'est déjà arrivé, moi, de ne pas du tout parler d'Azeta comme d'une entreprise d'insertion ou comme d'une structure de l'IAE finalement, mais d'une entreprise classique, voilà, mais qui développe un projet social dans lequel les salariés, effectivement, font un parcours chez nous, mais qui après ne restent pas. Et ça a déjà très bien marché. Et c'est qu'après, dans les discussions après, qu'on aborde le fait qu'effectivement, oui, on n'est pas une entreprise comme les autres. Mais parfois, ça c'est même pas abordé pendant l'entretien. Merci Yann pour ta réponse.
On va enchaîner avec Odette. On reste du coup dans les Alpes. Odette qui est donc chargée de relations entreprises en Savoie, du coup pour nous exposer Voilà, ton donc, plus. Et si tu veux rebondir sur les questions également, n'hésite pas. ok, bien, donc j'interviens effectivement sur la Savoie. Je suis salariée d'une structure qui s'appelle USI 73. USI 73 est un collectif auquel adhère la quasi-totalité des structures d'insertion de Savoie. Donc, on va dire qu'il y a 25 adhérents à peu près, avec des EI, des AI, ETTI, ACI, des régies de quartier, etc. Donc, on retrouve un petit peu tous les modèles. USI 73 a été créé avec deux objectifs. Le premier étant de mutualiser des actions de formation pendant le parcours en insertion des salariés. Et le deuxième objectif étant de mutualiser des actions en faveur de l'emploi durable proposé à la suite du parcours d'insertion. Donc, je suis, moi, sur cette thématique-là. J'interviens sur trois axes essentiellement, si on peut les regrouper comme ça. Le premier axe qui est, on va dire, le cœur de mon action et ce pourquoi le poste a été créé au départ, c'est-à-dire accompagner les salariés qui sont sur des fins de parcours d'emploi et qui ont un projet professionnel à peu près clairement identifié, les accompagner vers l'emploi, c'est-à-dire les aider à trouver l'emploi durable qu'ils recherchent. Le deuxième axe de travail que j'ai, c'est un travail que je fais avec les chargés d'insertion professionnelle pour les aider à être le plus autonome possible dans cette démarche de recherche d'emploi. Et le troisième axe, bien entendu, eh bien, c'est l'axe de se rapprocher de l'entreprise pour promouvoir les salariés, nos salariés et plus généralement l'IAE. Partant effectivement du constat que la plupart des entreprises traditionnelles ne connaissent pas l'insertion ou en ont une représentation qui est totalement erronée ou superficielle. Donc, le premier axe que je travaille, c'est l'accompagnement des salariés. Alors, moi, j'ai une particularité peut-être par rapport à certains de mes collègues, c'est que je ne travaille que sur la partie recherche d'emploi. Et c'est un travail qu'on fait, qui est tripartite, c'est-à-dire qu'on fait à trois. Lorsqu'un chargé d'insertion professionnelle identifie un salarié qu'il souhaite orienter vers moi, eh bien, on va réfléchir ensemble, regarder le projet. Déjà, la première étape que je vais franchir, eh bien, ça va être de vérifier que le projet est réalisable, c'est-à-dire cohérent avec le marché de l'emploi, avec le secteur et en tenant compte des contraintes de la personne. Donc ça, c'est quelque chose qui est essentiel, évidemment, de pouvoir s'assurer que la personne a des chances de pouvoir exercer le métier qu'elle vise. Donc, une fois cette partie-là étant faite, je vais rechercher l'entreprise susceptible de recruter cette personne. Et chaque fois que je fais quelque chose pour ce salarié, eh bien, je le fais toujours en transparence avec le chargé d'insertion professionnelle, qui reste vraiment la pierre angulaire de la relation. Pourquoi ? Parce que le chargé d'insertion professionnelle est au quotidien en contact avec le salarié, ce qui n'est pas mon cas. D'autant plus que j'évite de connaître l'histoire des gens pour ne pas être influencé par ça. C'est-à-dire que mon objectif, c'est d'avoir le regard vraiment orienté emploi et par contre de m'appuyer sur l'expertise du chargé d'insertion professionnelle et de sa connaissance de l'individu pour pouvoir bien orienter les choses. Pour la petite histoire, un point qui est quand même important, c'est que je viens du travail temporaire.
Donc, tout à l'heure, on entendait parler de l'ETTI, mais je viens de l'entreprise de travail temporaire classique et j'essaie toujours d'avoir un petit peu cette relation-là, c'est-à-dire que je vais essayer de bien identifier ce que recherche la personne et de trouver de ce que recherche l'entreprise et de trouver la personne qui va convenir à ses attentes. Donc, premier axe, accompagner le salarié dans sa recherche d'emploi. Il n'empêche qu'il peut rechercher de son côté. Le chargé d'insertion professionnelle peut l'aider dans ses recherches. Je vais avoir, moi, toujours pour préoccupation de laisser à chaque structure d'insertion et à chaque CIP son entité. C'est-à-dire que je me considère comme étant une prestation de service au service d'eux. Et je vais laisser chaque structure et chaque CIP avec sa particularité. Et moi, je vais essayer d'apporter quelque chose de complémentaire pour l'aider. Donc, partant de là, donc on va travailler ensemble et je vais, chaque fois que j'aurai un contact, je vais partager avec le chargé d'insertion professionnelle qui, lui, va pouvoir échanger, valider ou pas, en fonction de la connaissance qu'il a du salarié et en fonction de l'échange qu'il a avec le salarié. Donc, c'est un point important. Parallèlement à ça, je vais travailler aussi avec le chargé d'insertion professionnelle pour l'aider à monter en connaissance, voire même en compétence du marché de l'emploi pour lui apporter le plus d'autonomie possible. Pourquoi, entre autres, c'est que, je vous l'ai dit, je travaille pour 25 structures sur un département qui a en gros 3 territoires différents d'emploi. Donc 25 structures d'insertion, à peu près 750 salariés en insertion. Donc vous imaginez bien que je ne connais pas tout le monde. Et mon besoin de partager, c'est pour permettre à tous d'avoir le même niveau d'information et pour pouvoir permettre à tous les salariés d'avoir la même chance de pouvoir se positionner sur les offres. Donc, j'organise avec les chargés d'insertion professionnelle des réunions de travail sur des thèmes particuliers, comme récemment, par exemple, on a travaillé sur les compétences des salariés. Hein, comment faire ressortir les compétences des salariés et comment réussir à les vendre, entre guillemets. Je sais que le terme de vendre peut choquer, mais c'est quand même un peu du commercial, ça a été dit dans le passé. Et je le confirme, on a quand même à convaincre, et convaincre, c'est un acte de vente pour moi. Voilà, donc comment travailler sur les compétences avec les salariés? Eh bien, je vais aider les chargés d'insertion professionnelle à s'engager dans ce type de voie. Je vais aussi organiser des visites d'entreprise. Je vais aussi intervenir auprès quelquefois d'encadrants, voire même de chargés d'insertion professionnelle. On va faire des ateliers de travail sur le curriculum vitae, sur le CV, etc., etc. Encore une fois, lorsque je fais ça, mon objectif, c'est de faire monter en compétences l'ensemble des chargés d'insertion professionnelle avec lesquels je travaille, en tenant compte individuellement de chaque profil, de ses besoins, etc., etc. Et le troisième axe de travail, c'est évidemment la cible principale, l'entreprise. L'entreprise que je vais aborder de 2 façons. J'ai un salarié qui a un projet professionnel précis, et je vais aller chercher l'entreprise susceptible de l'embaucher. Comment j'aborde l'entreprise? Comment je l'identifie déjà? Eh bien, par divers moyens que nous avons aujourd'hui à notre disposition. Tout à l'heure, il était question d'Internet, ben oui. Internet nous aide beaucoup dans cette démarche-là pour retrouver des entreprises avec des secteurs d'activité, avec des emplois. Une source de repérage également. Moi, je travaille beaucoup avec les offres d'emploi qui sont, alors, on va parler de Pôle emploi, d'Indeed, etc. Alors, il y a une offre d'emploi existante.
souvent, le fait de voir l'offre, c'est déjà presque trop tard pour pouvoir positionner quelqu'un. Mais par contre, c'est le signe que cette entreprise-là recrute et qu'elle recrute dans les métiers que je cherche. Donc, je vais pouvoir l'aborder par la suite en me déconnectant éventuellement de l'offre qui vient de passer, mais en tout cas, pour préparer l'avenir. Donc ça, c'est ma première façon d'aborder l'entreprise. J'ai un salarié, je vais aller chercher l'entreprise susceptible de l'embaucher en tenant compte, bien évidemment, de sa mobilité, de ses contraintes, etc. La deuxième façon d'aborder l'entreprise, eh bien, ça va être de nourrir mon fichier de prospection pour pouvoir identifier les entreprises qui sont le plus souvent positionnées sur les métiers visés par les salariés qu'on accompagne. On a quand même des grandes lignes de métiers qu'on retrouve dans les projets des salariés, et souvent d'ailleurs avec des grosses connotations en fonction des structures d'insertion professionnelle dans lesquelles ils sont, en fonction de l'activité ou pas d'ailleurs. Donc, je vais pouvoir identifier des entreprises qui m'intéressent. Et de toute façon, à chaque fois que j'aborde l'entreprise, moi, je ne l'aborde jamais en mettant en avant mon besoin de positionner un salarié. Je suis toujours, ma façon d'aborder l'entreprise, c'est toujours de montrer une curiosité pour elle. Et jamais je dis je vous contacte parce que j'ai un salarié à vous proposer, même si je sais qu'ils sont en phase de recrutement. Je les contacte, si je ne les connais pas évidemment, je les contacte pour mieux les connaître. Donc, l'approche que j'ai quand c'est une prise de rendez-vous, l'objectif c'est toujours d'obtenir un rendez-vous parce que c'est quand même beaucoup mieux comme ça. Et je vais expliquer brièvement qui je suis. Je vais expliquer brièvement ce qu'est une structure d'insertion et le parcours d'insertion. Et je vais dire que nous avons besoin, pour préparer au mieux les salariés au marché de l'emploi, nous avons besoin de connaître les entreprises de leur bassin d'emploi, de connaître les entreprises des secteurs d'activité qu'ils visent. Et ça fonctionne plutôt bien, parce que rares sont les entreprises qui refusent de parler d'elles. Et au contraire, elles apprécient beaucoup cette démarche inversée, on va dire, où on leur montre qu'on a envie d'être vraiment en phase avec leurs besoins et que du coup, en amont, on prépare les salariés à ce besoin-là. Et ça facilite beaucoup, je trouve, moi, que ça facilite beaucoup l'approche, notamment quand on n'est pas commercial et qu'on ne connaît pas forcément parfaitement les bassins d'emploi, on ne connaît pas parfaitement les métiers. On a le droit de dire « je ne vous connais pas bien ». J'ai beaucoup d'entreprises qui me parlent de vous, mais moi, je ne vous connais pas. Avant de vous présenter un candidat, j'aimerais vous connaître pour savoir si le candidat que j'envisagerais plus tard de vous proposer correspond vraiment à ce que vous attendez. Donc ça, c'est quelque chose qui me semble peut-être pas essentiel, il y a d'autres façons d'aborder la chose, mais je reconnais que j'ai rarement des refus à ce type de démarche. Colette, si je peux te poser une question qui est posée par un participant, Oui. Est-ce que tu peux préciser la façon dont tu présentes le parcours d'insertion et l'IAE, puisque la question du participant, pour la résumer, il y a souvent des réticences des entreprises qui pensent que nous sommes dans la réinsertion des personnes sous main de justice. Avez-vous des conseils? Donc, voilà. Alors oui, effectivement, lors de l'entretien, même si j'ai brièvement parlé de l'insertion avant, le début de l'entretien, première question que je pose, c'est est-ce que vous connaissez l'IAE? Est-ce que vous savez ce qu'est une structure d'insertion Et on va dire 19 fois sur 20 au moins, on me dit non. Ou on me parle effectivement de réinsertion. Donc, dans l'image, ceux qui connaissent un peu, pour eux, le plus souvent, c'est des gens qui sortent de prison et voilà, et qui se réinsèrent après une incarcération. Donc, première question, c'est est-ce que vous connaissez
est-ce que vous savez ce qu'est une structure d'insertion? Donc, à la réponse non, je vais expliquer quel est le public, comment le public est orienté vers la structure d'insertion, par qui? Alors bon, c'est un peu en train de changer, mais quand même. Je vais insister sur la diversité des publics, jeunes, seniors, réorientation, voilà, travailleurs handicapés, etc., etc. Donc, je vais montrer, la première chose que je vais faire, je vais montrer que le public est très divers et varié, d'horizons très différents. Je vais expliquer comment se construisent les parcours d'insertion avec 24 mois maximum, des CDD renouvelés à rythme plus ou moins régulier en fonction de la personne et de l'attente, des engagements pris par la structure d'insertion, mais aussi par le salarié, donc en expliquant que s'il est là, c'est qu'il a des freins, mais qu'il est là aussi parce que la structure d'insertion pense pouvoir l'aider à lever ces freins-là, et donc qu'il y a un accord bipartite qui va être validé à chaque renouvellement de contrat. Et ça, c'est aussi quelque chose qui rassure beaucoup et qui est bien perçu, c'est-à-dire que j'insiste sur le fait que l'objectif est bien d'amener les personnes vers l'emploi, et que si elles sont là, c'est parce qu'on a vraiment on a la conviction que cette personne-là va pouvoir aller vers l'emploi traditionnel à la fin. Voilà. Donc, pour répondre à cette question, j'espère avoir bien répondu. Voilà. Et donc, l'idée du collectif est facilitant, à mon sens, pour tout le monde. Pour l'entreprise, parce qu'au lieu d'avoir 5, 6, 7 coups de fil de structures d'insertion différentes qui vont lui parler un peu de la même chose, il y a un point d'entrée, c'est le chargé de relations entreprises avec qui il est en contact. Donc ça, c'est vraiment important. Et il sait qu'en ayant contact avec Odette Ménétré d'USI 73, il va toucher 25 structures derrière, parce que moi, je suis totalement transparente avec les chargés d'insertion professionnelle. Hein. Toutes les offres d'emploi que j'identifie, ils les connaissent. Donc, ça a un côté rassurant pour l'entreprise qui est beaucoup sollicité souvent. Hein. L'interlocuteur, il s'y perd en plus. Hein. On met beaucoup de choses dans l'insertion, donc il est un petit peu perdu. Et là, on va quand même parler on va parler un peu le même langage et on va parler besoin, avant tout, besoin de production, on va dire. Hein. Donc ça, c'est un côté rassurant qui permet de valider un partenariat futur. Et puis, inversement, c'est aussi rassurant pour le chargé d'insertion professionnelle qui, lui, n'aura pas à rentrer en contact directement avec l'entreprise, mais qui va passer par mon intermédiaire. Et donc, c'est moi qui vais introduire, plutôt que vendre, qui vais introduire la candidature auprès de l'entreprise avec une écoute bienveillante, puisque si j'ai eu l'offre, c'est que j'ai réussi à convaincre de ce qu'on fait et de la qualité de la candidature que je vais proposer. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'assez facilitant. Voilà. Ce qui est essentiel, pour moi, c'est vraiment de mieux se connaître. C'est la clé de la collaboration. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je crois que c'est Yann, c'est qu'il y a une méconnaissance. Les entreprises nous connaissent mal et nous, on les connaît mal aussi. Donc, il faut arriver à faire ce lien-là et de montrer qu'on a envie d'eux. Et elles, en nous recevant, elles montrent qu'elles ont aussi envie de mieux nous connaître. Et à partir de là, moi, je pense sincèrement, une fois que l'entretien est obtenu, qu'est-ce que je vais aller chercher? Je vais aller chercher, alors, bien souvent, j'ai quand même, dans ma musette, j'ai un candidat à proposer, mais je ne le dis jamais à ce moment-là. Je rappellerai peut-être le lendemain ou le surlendemain. Pendant l'entretien, je vais dire,
je pense à quelqu'un qui peut-être pourrait correspondre à vos attentes. Avant de vous en parler, je vais le revoir et je vais voir s'il est aussi motivé pour travailler chez vous. Et en plus, c'est ce que je fais, hein, mais ça aussi, ça rassure beaucoup. Donc, premier objectif, c'est valider la possibilité de proposer des candidats, qu'il y ait une offre ou pas. Je valide souvent l'idée que, écoutez, j'ai bien compris, vous n'avez pas actuellement de poste. Est-ce que je peux me permettre, malgré tout, si j'accompagne un salarié qui me semble avoir le profil que vous recherchez, est-ce que je peux malgré tout vous le proposer? Et au moins, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez le prendre en PSMP? On me dit rarement non. Franchement, alors ça ne veut pas dire que la personne, malheureusement, elle ne va pas être embauchée à chaque fois, mais au moins, voilà, on accepte de recevoir mes CV, on accepte souvent d'accueillir les candidats en PSMP. Alors, avec l'objectif soit de valider un projet, soit au fond, de toute façon, et on le sait bien pour ceux qui le pratiquent, c'est qu'une mise en relation avec une entreprise, si la personne donne plutôt satisfaction, l'entreprise va quand même essayer de récupérer cette personne-là, dans la mesure où elle est en phase de recrutement, bien entendu. Donc, ça, je pars au moins avec ça. Et quand on Odette, je me permets de te couper, il y a pas mal de questions. Ah. Je t'en donne une dernière avant de passer au témoignage suivant. Oui, parce que moi, il faut m'arrêter, hein, une fois que je commence à parler de mon métier. Je me permets. Vous parlez beaucoup de l'avant-recrutement. Pensez-vous qu'il peut aussi exister un suivi dans l'emploi pour rassurer l'employeur? C'est important. Cette question est très intéressante parce qu'effectivement, une des préoccupations de l'entreprise, ça va être, bah oui, mais attendez, ce monsieur-là, il était accompagné jusqu'à présent par quelqu'un. Qu'est-ce qui va se passer si je l'embauche? J'ai été confrontée dans le passé à certaines situations que je ne sais pas gérer. Et le fait de dire, vous inquiétez pas, pendant quelques temps, on va vous suivre vous, et on va aussi suivre le salarié pour s'assurer que ça fonctionne bien entre vous, va permettre éventuellement de faire des réajustements, si réajustement il y a à faire. Ça rassure beaucoup. Parce qu'effectivement, il y a la notion d'accompagnement dans l'insertion qui est très forte. Et l'entreprise se dit, mais moi, chez moi, ça ne se passe pas comme ça. Je ne vais pas réussir à intégrer facilement ce salarié-là. Donc, c'est important. Si je peux rajouter pour compléter Odette, qui disait que c'était une préoccupation de l'employeur, c'est aussi la plus-value de nos métiers, justement, contrairement à d'autres structures comme par exemple Pôle emploi hein, ou même les agences intérim, qui n'ont pas forcément ce temps dédié à l'accompagnement des salariés hors structure et sur lequel nous, on peut aller. Tout à fait. Et une chose que je n'ai pas dit, quand tu parles de plus-value, on a une plus-value extraordinaire, c'est que les personnes, on les connaît, on les voit en situation de travail depuis des mois. Donc, quand on vient parler de quelqu'un, alors, bien entendu, il ne faut pas tricher, hein, parce que si vous trichez sur le profil que vous présentez, vous le ferez une fois, jamais deux. Donc, ça veut dire que si vous n'avez pas joué un vrai jeu, l'entreprise ne vous donnera pas une deuxième chance. Et ce qui est bien pire encore, c'est qu'elle ne donnera pas une deuxième chance à une autre structure d'insertion. Donc, moi, je pense que ça, c'est vraiment essentiel d'être honnête. Alors, il y a des choses qui doivent se dire, d'autres qui ne doivent pas se dire. C'est pour ça que moi, je ne tiens pas à tout savoir non plus. Il faut tenir compte des choses qui ont une incidence sur l'emploi et avancer le fait que ce sont des candidats qu'on connaît, qu'on observe. Et quand on vient leur dire qu'ils respectent les règles de l'entreprise, c'est que réellement, ils les respectent, etc. etc. C'est important. Et merci beaucoup, Odette, pour ton témoignage très riche. Ça a suscité pas mal de questions. Donc, je vais donner la parole à Ophélie. Et puis, je pense qu'Odette, on pourra te redonner la parole à la fin pour revenir sur ton témoignage. Merci beaucoup. Hop, alors, j'ajoute Ophélie. Donc, Ophélie, repère métropole à Lyon. Donc, tu peux nous exposer comment vous travaillez, vous fonctionnez. Et entre-temps, il y a eu d'autres questions justement sur le suivi dans l'emploi, quelles limites, etc. Donc, si tu peux aussi en même temps orienter tes réponses là-dessus, voilà, je pense que ça aidera les participants.
Avec plaisir. Bien, bonjour à tous. Merci de me laisser la parole aujourd'hui. Donc, je m'appelle Ophélie Grasset, je suis chargée de relations entreprises pour un collectif qui s'appelle Repère Métropole. Donc, pourquoi ce collectif? Puisqu'on est en fait un ensemble de structures, donc SIAE et une entreprise adaptée sur la région lyonnaise. Donc, vraiment, on est plutôt situé autour de la métropole. Donc, c'est 12 structures qui ont décidé de mutualiser en fait ce service de relations entreprises pour leur permettre d'avoir, au lieu d'avoir chacune leur chargée de relations entreprises, d'avoir un service mutualisé. D'où vient ce besoin? Il vient du fait que ces structures, elles ont peut-être, alors certaines sont très petites, d'autres sont plus grosses. On a vraiment différentes tailles d'entreprises adhérentes. Et en fait, certaines n'ont que quelques sorties dans l'année, certaines en ont plus. Et c'est difficile d'entretenir des relations entreprises pérennes et d'animer un réseau d'entreprises partenaires lorsqu'on n'a pas beaucoup de sorties chaque année. Donc, je ne vais pas revenir sur certains éléments qui ont été cités. Je travaille finalement de façon assez similaire à mes collègues confrères et consoeurs qui ont déjà parlé. Je vais peut-être insister un peu plus sur nos spécificités. Donc, nous, une de nos spécificités, c'est qu'on a à la fois des structures, donc des SIAE, mais également une entreprise adaptée. Donc, on va être amené à travailler avec à la fois des salariés issus de l'insertion et des salariés avec des reconnaissances de travailleurs handicapés. Donc, ça nous amène à avoir un champ d'action assez large et à devoir être aussi présente sur ces deux domaines qui tendent de plus en plus à se rapprocher de toute façon aujourd'hui. Donc, c'est assez intéressant. En termes d'accompagnement aussi de candidats, enfin de salariés, c'est quelque chose sur lequel on est en pleine réflexion actuellement. Pour le coup, nous, on est une équipe assez jeune, donc on réfléchit beaucoup sur notre façon de travailler et c'est vrai qu'on est en train de tendre à un accompagnement de nos candidats plus collectif, de faire en sorte que les salariés des différentes structures puissent se rencontrer et travailler ensemble et s'entraider en fait sur la construction de leur projet professionnel et leur recherche d'emploi. Puisque notre objectif aussi, vraiment, c'est l'autonomisation et l'autonomisation de nos salariés dans cette recherche-là. Et donc, on a identifié que faire des groupes et leur permettre d'échanger entre pairs, c'était très intéressant pour ce travail-là. Et ça nous permettait à nous, chargés de relations entreprises, de vraiment se focaliser sur la relation entreprise. Donc ça, c'est un premier élément sur l'accompagnement candidat. Et puis sur la relation entreprise, comme tu le disais, Pauline, une offre qu'on propose et qui est assez appréciée et qu'on nous fait souvent remonter comme étant un atout de notre offre, c'est le suivi dans l'emploi. Donc, comment ça se passe? C'est assez simple. Une fois qu'un de nos salariés a pu signer un contrat avec une entreprise, on propose un suivi dans l'emploi jusqu'à 6 mois après la signature du contrat. Ça veut dire qu'on dit à l'entreprise, mais également aux salariés, qu'on reste présente pour eux et pour elles et qu'on peut intervenir en tant que juste médiateur pour répondre. Des fois, c'est simplement des questions, en fait, des questions de l'employeur ou des questions du salarié qui n'a pas forcément compris son contrat de travail, parce qu'il y a ça aussi, c'est pas toujours évident de comprendre un contrat de travail. Parfois, ce qui avait été présenté en entretien et ce qui est dans le contrat ou en tout cas sur le terrain, c'est différent. Donc, on est là aussi pour aider le salarié à comprendre tout ça et à pouvoir être un soutien si jamais il y a des problèmes, mais également pour l'entreprise, parce qu'on l'a dit, certaines entreprises sont très intéressées par le fait de faire de l'insertion ou d'engager des personnes issues de l'insertion ou avec des reconnaissances de travailleurs handicapés, mais une fois qu'elles les ont engagées ou en tout cas qu'elles sont dans leur structure, c'est une autre histoire. Donc, on va pouvoir aussi être un soutien. Mais encore une fois, nous, on n'a pas toutes les expertises en interne. On n'est pas des expertes non plus de l'insertion et du handicap. Donc, une chose qu'on essaye de développer aujourd'hui et qu'on fait déjà et qu'on va vraiment développer dans le futur, c'est d'être une porte d'entrée et d'être capable de aussi réorienter vers des acteurs du territoire qui sont des experts de ça et qui pourront apporter une aide concrète, par exemple pour adapter un poste de travail, pour offrir un soutien, un accompagnement socio-professionnel supplémentaire. Voilà, on va aussi avoir cette volonté de rendre lisible aussi toutes les offres d'accompagnement qui existent sur le territoire, à peu près. Est-ce que je peux te poser une autre question, Ophélie? Vas-y. Comment pérenniser un partenariat avec une entreprise si dans nos structures, il y a des salariés avec des profils différents?
Donc, des profils qui ne correspondent pas forcément au secteur d'activité de C'est ça. l'entreprise. Effectivement, puis au-delà d'avoir des profils différents, l'entreprise avec laquelle on échange, elle n'est pas toujours en train de recruter. On l'a dit, elle n'a pas toujours des besoins en recrutement, ou nous, on n'a pas toujours même des profils qui correspondent à ces critères-là. C'est une question qu'on s'est aussi beaucoup posée et qu'on a décidé aussi sur laquelle on a décidé de réfléchir. Et on s'est aussi rendu compte qu'il y avait une grosse demande. Alors là, c'est plutôt des entreprises un peu déjà avec des tailles assez importantes, mais d'avoir aussi, de pouvoir avoir différentes solutions RH, alors pas que du recrutement, mais aussi, on évoquait PMSMP, mise à disposition, travail intérimaire aussi. Donc, nous, on a la chance dans toutes les structures qu'on a d'avoir différentes structures qui peuvent proposer ces différents types de mise à disposition-là. Donc, ça, c'est un premier élément. Et puis, souvent, en fait, comme disait Odette et puis d'autres personnes, ces entreprises, elles ont aussi un intérêt à venir parler de leur métier et à les faire connaître, puisque souvent, c'est des métiers qui sont peu ou pas connus et les CIP n'ont malheureusement pas le temps ni les ressources à disposition pour connaître tous les métiers qui existent sur leur bassin d'emploi et connaître tous les critères et tous les chemins pour y arriver. Donc, proposer aux entreprises aussi de venir présenter leur métier, de faire des visites d'entreprise, même s'il n'y a pas, on ne propose pas des candidatures à la fin ou on ne leur demande pas de recruter les personnes qu'on accompagne à la fin, mais de vraiment avoir un lien de qualité, échanger régulièrement avec elles, pouvoir les inviter aussi leur proposer aussi du partage d'expériences avec d'autres entreprises qui accompagnent, qui ont embauché des personnes de nos structures ou qui ont embauché et qui puissent aussi se partager ces bonnes pratiques-là. On s'est rendu compte que c'est quelque chose qui revenait souvent dans les entreprises avec lesquelles on échangeait, ce besoin de savoir comment font les autres et comment améliorer leurs pratiques aussi. Donc, c'est également quelque chose qu'on va être amené à développer en 2021, on l'espère. J'avais coupé mon micro. Une dernière question pour toi, Ophélie, qui n'est pas très précise. Comment gérez-vous le handicap ? Comment est-ce qu'on gère le handicap ? Peut-être comment est-ce qu'on va en parler ? Alors, Ouais, en interne, j'imagine. voilà. On va dire ça. En interne, donc nous, on est 3 permanentes. On est 3 chargés de relations entreprises. On a aussi une personne, une alternante qui nous aide de manière transverse, mais on a 2 chargés d'insertion, chargés de relations entreprises spécialisés sur l'insertion, et on a une personne qui est spécialisée sur le handicap. Donc, c'est une personne qui, dans son parcours, a une expertise approfondie sur les personnes porteuses de handicap et sur le milieu, comment adapter des emplois pour différents types de handicap, comment en parler aussi. Donc, peut-être en interne, c'est se former aussi soi-même. Il y a plein de structures qui proposent des webinaires en ce moment, ou en tout cas des formations très intéressantes. Messidor également propose ses services de conseil. Donc, peut-être la première chose à notre niveau, c'est soi-même se former pour être capable d'en parler et ensuite pouvoir proposer des pistes de travail très concrètes aux entreprises avec lesquelles on travaille. Mais je pense que à part faire confiance aussi aux professionnels dans ces métiers et qui peuvent nous donner les bons outils, être des bons relais aussi. Ouais. Merci beaucoup, Ophélie, pour la réponse aux questions. Du coup, on va pouvoir poursuivre avec Didier, que je vais ajouter en caméra. Hop. Donc, Didier Jaubert, groupe ARES. Je te laisse présenter ta façon de travailler et si tu peux en même temps peut-être aussi toi donner ton avis sur comment pérenniser la relation avec une entreprise quand on n'a pas toujours des profils à proposer de façon régulière. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Pauline. Donc, moi je suis Didier Jaubert. J'ai un profil un peu différent parce qu'après plus de presque 40 ans de vie professionnelle dans des grands groupes et dans des ETI, dans des postes de direction commerciale ou de direction générale, j'ai rejoint le groupe ARES il y a maintenant plus d'1 an. Et au sein du groupe ARES, je suis responsable du pôle développement. Le pôle développement, c'est essentiellement la recherche de contrats commerciaux, la recherche de subventions. Et donc, dans le cadre de notre webinaire aujourd'hui, dans le cadre du groupe ARES, j'interviens surtout pour discuter, partager des pratiques commerciales avec les chargés de relations entreprises et les CIP. Et peut-être pour vous, le groupe ARES, c'est environ 14 structures d'insertion, dont des EI, des ACI et des entreprises adaptées tremplin.
et on accompagne environ 1000 personnes par an, ce qui veut dire que la sortie en emploi, la sortie positive en emploi est un sujet majeur, évidemment, pour le groupe. Ma philosophie, c'est un peu ça que je voudrais rajouter, ça a déjà été beaucoup dit, c'est dans une approche commerciale, quand on veut qu'elle réussisse et surtout qu'elle soit durable, c'est important de ne pas la voir justement comme simplement la vente, entre guillemets, d'un CV ou d'une personne, mais c'est vraiment l'idée de créer un écosystème d'entreprises qui sont favorables à l'insertion et qui en particulier font confiance à un certain nombre de nos salariés. Et ce réseau, cet écosystème favorable, il faut le construire. Et donc, simplement, je voulais partager avec vous ce qui, à mon avis, est nécessaire de faire. C'est vrai dans le commercial au sens traditionnel du terme, mais c'est aussi vrai, je crois, dans le métier des CIP et des chargés de relations entreprises. Pour moi, ça part du constat que finalement, c'est un parcours. Il y a une forme de cycle de vie dans la relation avec les entreprises. Ça démarre par un plan de prospection. Et ça a été beaucoup dit, un plan de prospection, ça se prépare. Ce n'est pas par hasard, on ne va pas voir les entreprises comme ça au hasard. On prépare son plan de prospection et je dirais, on se prépare aussi soi-même. Et là, je conçois particulièrement que pour beaucoup de CIP, c'est un effort de vendre. La vente n'est pas naturelle et donc, il faut se préparer aussi soi-même. Ensuite, il faut obtenir les entretiens, conduire les entretiens. Et je crois que ça a été dit également, faire le suivi des entretiens. Donc, après les entretiens, de voir comment on fait en sorte qu'il y ait une boucle qui revient vers le plan de prospection. Donc, je voulais simplement vous donner peut-être quelques idées de choses qui sont développées, je dirais couramment d'ailleurs, dans des approches commerciales, mais qui, je crois, s'appliquent aussi à notre sujet. Donc, le premier, c'est bien connaître son offre. Je sais que c'est un peu une manière de le dire, un peu peut-être commerciale, mais il s'agit de bien connaître nos salariés. Et là, je crois, ça a été dit, mais je crois qu'il faut apprendre à bien les mettre en valeur. Ça veut dire qu'il faut bien les connaître, bien connaître leur CV, et puis en être fier. Je crois que ça se sent quand on parle de nos salariés, ça se sent si on arrive en étant fier d'eux. Et je crois qu'il faut en avoir une version immédiate. C'est vrai que souvent, on a des personnes qu'on aimerait positionner vite, mais de temps en temps, ça ne marche pas. Donc, il faut avoir une vision avec de l'anticipation, c'est-à-dire savoir, surtout quand on a des structures d'insertion un petit peu importantes ou des regroupements, c'est qu'est-ce qui va venir comme salarié dans les 3 à 6 mois qui viennent. Ça aide à élargir la discussion avec l'entreprise qu'on vient rencontrer. Quels sont les outils qu'on a pour faire cette partie-là? Je crois qu'il faut accumuler des exemples, des témoignages, des communiqués de presse, bien connaître ce qu'on apporte à l'entreprise en termes de sa contribution RSE, pour le handicap, sa contribution à GFIP si ils prennent un certain nombre de nos salariés, et bien connaître, là je parle surtout du handicap, bien connaître les aides à l'accueil et à l'adaptation de poste pour les RQTH. Ensuite, il faut connaître, je crois que c'est important, son marché, donc en particulier son territoire. Donc, je sais que là, on est dans le Rhône-Alpes, c'est vrai, dans tous les territoires, il y a des spécificités au territoire, il y a des entreprises phares, il y a aussi des pouvoirs publics. Et là, il y a un certain nombre d'outils. Je crois qu'il faut être présent sur son territoire, donc à travers des événements, des clubs d'entrepreneurs, les réseaux sociaux, et beaucoup, je crois, avec justement l'écosystème qu'on a progressivement créé, c'est-à-dire les clés futures. Et là, on évite le syndrome de on croit que les salaires d'insertion, c'est des gens qui sortent de prison uniquement. On a des gens qui peuvent témoigner qu'ayant embauché des gens venant de nos structures, ils ont été satisfaits, que ça a été des collaborateurs motivés et tout aussi brillants que d'autres. Donc, bien connaître son environnement. Ensuite, quand on construit son plan de prospection, je crois qu'il faut être efficace. Donc, l'idée, c'est vraiment de partir des clients existants, de ceux qui ont déjà embauché et de s'assurer qu'on a des réunions régulières avec eux et qu'eux peuvent témoigner pour les autres. Pour les autres, il faut, je crois, choisir ceux qui manifestent, et on le voit bien dans la presse, dans les déclarations de dirigeants, ceux qui manifestent un intérêt particulier pour l'inclusion ou pour les politiques de type RSE. Et puis, je crois que tout ça boucle, c'est-à-dire qu'il faut, je crois, en tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire au sein du groupe ARES, partager nos misères. Ça a été cité de temps en temps, on se prend une bâche. Hein. Donc, c'est comment on partage, pourquoi on en est arrivé là et comment on peut éviter que ça se reproduise. Et ça, c'est aussi une manière de garder la confiance collective d'un groupe de CIP ou de chargés de relations entreprises. Une autre recommandation, ça c'est peut-être pas pour toutes les structures, c'est de garder trace de tous ces contacts. Donc, en ce qui concerne le groupe ARES, on a un système de gestion de la relation client dans lequel on a l'intégralité de tous les contacts qu'on a pris et avec ce qui a pu être dit lors de ces contacts.
Donc ça, c'est un outil aussi précieux pour les nouveaux, ceux qui arrivent dans nos structures. Comment on le met en œuvre? Il s'agit souvent de prendre des rendez-vous. Le meilleur moyen, c'est de se présenter. Pour ça, il y a un certain nombre de techniques, je crois, autour de la préparation de messages, qu'on appelle des messages de teasing, d'avoir un script d'appel. Et là, il faut s'entraîner. Je crois que c'est peut-être l'avantage d'une structure comme demain, c'est entraînons-nous à faire ça quand on n'a pas forcément confiance. Il y a des gens, et j'en ai entendu, qui ont beaucoup d'expérience. Il faut vraiment s'entraîner pour le faire, pour que ce soit naturel et que ça ne soit pas pénible. C'est, voilà, on s'entraîne à prendre un rendez-vous avec un script d'appel. L'idéal, c'est de pouvoir faire ça avec des références. C'est beaucoup plus facile de parler à quelqu'un si vous avez quelqu'un qui vous recommande, d'appeler de la part de quelqu'un, de l'appeler avec un certain nombre de références. Donc tout ça se travaille et ça fait une grosse différence. Ensuite, on passe à l'entretien lui-même. Concernant l'entretien, c'est important de bien connaître le client, ça a été dit. Il y a des outils formidables aujourd'hui. Moi, il y a 40 ans, quand j'ai démarré ma carrière, c'était compliqué d'obtenir des informations sur une structure, sur sa structure de direction. Aujourd'hui, avec le web, si on est un peu attentif avec les rapports annuels, les déclarations, les communiqués de presse, etc., on a une bonne compréhension en général de l'entreprise. Mais un de mes points, c'est de dire une entreprise, c'est bien, mais il faut aussi connaître ses interlocuteurs. En fait, on vend rarement à une entreprise, on vend à des personnes. Et donc, ces personnes, certes, elles sont dans l'entreprise, il faut aussi essayer de les connaître. Et là aussi, on a des outils formidables avec les profils LinkedIn, ce que les personnes racontent dans Google ou dans d'autres sites. Et je pense que ça permet, quand on arrive, de se montrer d'abord qu'on est intéressé par la personne, on est intéressé par l'entreprise, mais on va se concentrer effectivement, ça a été dit, sur les besoins. Au-delà du fait qu'on a effectivement souvent une ou deux personnes à proposer, mais en allant au-delà de ça. Ensuite, je crois qu'il faut être familiarisé dans son guide d'entretien avec les questions qui sont des questions parfois difficiles. La question, et c'est amusant que ça vienne, la question de la réinsertion, la question du handicap. Il faut être super rodé. Il faut avoir, et c'est le cas chez ARES, on a une FAQ, une question fréquente, et il faut qu'on soit rodé à expliquer ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que l'IAE? Quelle est la différence avec des EA? Comment sont positionnées nos personnes? Il faut que ça vienne naturellement. Et c'est à la fois un facteur de succès dans l'entretien, mais c'est aussi un facteur de confiance pour la personne. Ensuite, un des points toujours très intéressants, c'est que quelquefois, ça ne marche pas. Et j'ai observé que quand ça ne marche pas, on n'avait pas réussi à positionner une ou deux personnes, ben c'est la fin de l'entretien. Non, c'est que le début. C'est-à-dire qu'on demande à la personne, justement, de nous donner éventuellement d'autres contacts dans l'entreprise, d'autres contacts dans d'autres entreprises, de telle sorte qu'en fait, notre effort de prospection est continu. Donc, même quand l'entretien n'a pas obtenu l'objectif souhaité qui était de positionner une personne, il peut permettre de générer 2 ou 3 contacts qu'on va ensuite suivre dans d'autres entreprises, mais avec le bénéfice d'avoir le support de cette personne. Donc, dans l'entretien, c'est important d'être encore plus préparé pour à la fois bien écouter, bien comprendre le besoin, positionner, si c'est possible, des personnes, mais surtout les positionner dans le futur ou obtenir la construction additionnelle du réseau. Une autre caractéristique que j'observe souvent dans les entretiens, on ne prend pas le temps de la conclusion. C'est extrêmement important de prendre le temps de reformuler ce qui a été dit, de conclure sur les actions et les prochaines étapes, de pouvoir, après l'entretien, renvoyer un message, capturer ce message de synthèse dans l'outil de gestion de la relation client, de remercier et donc ensuite de faire un suivi trimestriel qui peut être basé sur une newsletter de nos structures, simplement pour rappeler qu'on existe, ou quelquefois plus précisément de positionner d'autres personnes correspondant aux besoins qui a été cité, ou bien tout simplement de s'assurer, si c'est déjà un client emploi, que les personnes qui sont dans cette entreprise, ce sont des succès et donc est-ce qu'ils peuvent témoigner sur des embauches réussies. Voilà, donc c'est un peu ce que je voulais vous dire, c'est l'importance de créer progressivement un écosystème favorable d'entreprises qui prennent régulièrement et durablement des salariés qui viennent de nos structures. Et pour faire ça, continuer à s'entraîner. Et là, il y a vraiment un cercle vertueux que j'observe et que je trouve formidable pour toutes nos structures de l'IAE. Donc voilà, je nous souhaite à tous beaucoup de succès. Merci beaucoup Didier pour ce retour. On note qu'il faut s'entraîner, noter ce qu'on fait, essayer d'avoir un recul sur notre propre pratique au-delà des échanges collectifs. Merci beaucoup. On va terminer par Tiana avant de passer à quelques questions. Hop.
Tiana, du coup, je te laisse te présenter. Oui, bien sûr. Donc moi, je suis Tiana Risticevic, je suis consultante au sein d'une structure qui s'appelle Social Cobies. C'est une association qui a été co-créée par le groupe ARES, dont vous avez un représentant, la personne de Didier, mais également par un autre groupe de l'insertion par l'activité économique qui est Vitamine T et par un fonds d'investissement à impact. L'objet, la mission de Social Cobies, c'est la promotion et l'appui à la mise en œuvre de coopération entre structures de l'ESS et entreprises classiques. Sur le volet appui, accompagnement, on intervient notamment dans le cadre du DLA sur l'ensemble du territoire national. Et on accompagne beaucoup de projets dans le champ de l'insertion par l'activité économique du fait de notre ADN lié à nos fondateurs. Du coup, moi, mon quotidien, mon vécu est un peu différent du vôtre. Donc, en termes de retour d'expérience et de conseils, je ne vais peut-être pas vous donner des conseils très opérationnels, mais plutôt un regard un peu plus général. En tout cas, je rejoins vraiment ce qui a été dit par l'ensemble des intervenants et notamment dans le cadre des premiers témoignages. Nous, en fait, chez Social Cobies, ce qu'on essaie d'insuffler comme état d'esprit aux structures qu'on accompagne, c'est un état d'esprit partenarial et une logique vraiment d'intérêt commun et d'intérêt partagé. Du coup, moi, si j'avais un conseil général à vous donner, c'est à chaque fois que vous abordez une entreprise, vraiment de vous projeter en anticipation dans une logique partenariale. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement vous qui allez être en demande de quelque chose, mais vous allez être en apport et vous allez aussi pouvoir répondre aux besoins de l'entreprise. Et au-delà même de ces besoins immédiats ou matériels, peut-être plus largement à ces enjeux. Et donc, je rejoins vraiment ce qui a été dit sur l'importance de la phase préparatoire des entretiens. Moi, je vous encourage aussi à raisonner en termes d'enjeux de l'entreprise. Donc, il y a les enjeux de recrutement sur des filières en tension, mais voilà, on a un petit peu parlé de RSE tout à l'heure. Certains peuvent en effet avoir des enjeux d'engagement, de motivation de leurs équipes et de leurs salariés, un enjeu à créer en interne, une fierté d'appartenance par l'engagement dans des projets à impact social ou dans des projets avec un impact écologique positif. Voilà, en fait, il y a ces éléments qui sont peut-être un peu plus immatériels, un peu plus ineffables que les enjeux de recrutement directement, mais qui peuvent être vraiment importants pour nourrir votre approche de l'entreprise. Et puis, voilà, pareillement à ce qui a été dit, je pense qu'il ne faut vraiment pas s'excuser d'être de l'IAE, mais vraiment au contraire valoriser la qualité et l'intensité des accompagnements que vous pouvez faire et puis valoriser aussi la trajectoire d'acquisition des compétences et des connaissances des salariés parce que ce sont des parcours brillants en soi quand on regarde vraiment les trajectoires. Donc, il y a vraiment de belles choses à valoriser là-dedans. Et puis, en termes de méthodologie, je suis assez sensible à ce qui a été dit quelque part de la solitude du chargé de relations entreprises ou du CIP voilà, dans une démarche commerciale voilà, qui ne fait peut-être pas partie de ses appétences premières. Pour ne pas se retrouver quelque part un peu seul dans cette démarche, moi, je vous encouragerais à peut-être, lorsque c'est possible dans vos structures, à vous rapprocher des personnes qui ont en charge les fonctions communication, partenariat, voire même la direction générale, pour construire ensemble un discours coordonné sur globalement la valeur ajoutée de l'accompagnement, la valeur ajoutée de votre structure pour les salariés et puis quelques éléments clés presque même de plaidoyer pour l'IAE. Je trouve que ça permet aussi de se sortir du quotidien et de se réapproprier dans le quotidien vraiment le projet collectif et le projet d'insertion. Puis ça donne du cœur à l'ouvrage quand on doit prendre son téléphone. Voilà pour les éléments de conseil qui me viennent en tête. Je pense que ce qui sera peut-être plus parlant, c'est que je vous donne un exemple
de partenariat entre un acteur de l'IAE et une entreprise pour montrer jusqu'où les entreprises peuvent aller en termes d'engagement pour l'emploi et d'engagement pour l'insertion. Et Pauline le disait en introduction, l'exemple que je voudrais vous présenter, c'est l'exemple d'une joint venture sociale. En l'occurrence, c'est la JVS Access. Alors, qu'est-ce qu'une joint venture sociale? C'est une entreprise, tout simplement, une co-entreprise fondée par un acteur d'intérêt général ou de l'ESS et un acteur marchand classique. En l'occurrence, Access a été fondé par le groupe Ares et par la fondation Accenture en 2016. Et pour ceux qui ne connaissent pas Accenture, c'est un des leaders mondiaux du conseil en organisation et en système d'information, donc tout ce qui est informatique et intégration informatique. Peut-être avant de rentrer dans le détail d'Access, quelques éléments complémentaires concernant une JVS. Donc, je vous le disais, c'est une co-entreprise avec un portage et un actionnariat mixte entre la structure ESS et la structure classique, avec au-delà de la question des capitaux et de l'apport de capitaux, une logique d'apport croisé et complémentaire d'expertise. Dans le cas d'Access, c'est assez clair. C'est pour le coup le groupe Ares qui va vraiment apporter notamment, pas que, mais notamment son expertise en termes d'accompagnement social et d'appui à l'insertion. Et côté Accenture et Fondation Accenture, ils vont apporter leur regard business, leur connaissance sectorielle des métiers de l'informatique. Une JVS, c'est aussi une structure qui a avant tout un but social au service duquel l'économie est vraiment, apparaît en second plan, quoi. C'est le socle de la réalisation du projet social, mais la rentabilité n'est pas mise au premier plan. Très souvent, en tout cas en France, dans la totalité des cas, une JVS est une structure de l'insertion par l'activité économique ou du secteur adapté. Ailleurs qu'en France, il y a pu y avoir des JVS sur d'autres thématiques sociales. En France, on est vraiment sur cette spécificité JVS, insertion dans l'emploi. Alors plus précisément, maintenant, si on zoome sur Access et ce qui se passe concrètement, donc Access, c'est une EI. En termes de métier support à l'insertion, on est sur les métiers du back-office informatique, donc tout ce qui est support et maintenance de premier niveau, donc les problématiques simples, tout ce qui est test informatique avec des processus et des procédés de cas de test très, très rodés, très carrés, avec des tâches un petit peu répétitives à exécuter pour s'assurer qu'une application tourne bien. Et puis, c'est aussi des activités de saisie de fiabilisation des données. Donc, c'est un beau challenge d'avoir pu, on va dire, rendre ces métiers-là compatibles avec l'insertion par l'activité économique. Il y a eu un gros travail en amont de découpage des processus métiers pour en faire des supports d'insertion intéressants. Et donc, dès le début, Accenture et la Fondation Accenture a été très, 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 très largement impliquée sur vraiment cette logique de découpage et de conception du support, de l'activité support à l'insertion. Autre niveau d'implication très, très avancé et très poussé d'Accenture, c'est que les équipes, les consultants, les intervenants, les formateurs d'Accenture sont directement impliqués dans la formation des salariés en parcours. C'est-à-dire que chaque salarié en parcours, lorsqu'il arrive chez Access, va suivre une formation dédiée chez Accenture pendant 6 semaines. En plus, bien sûr, de la formation et du compagnonnage qu'ils peuvent avoir sur le terrain dans le cadre de la réalisation des missions, ils vont avoir vraiment ce temps passé avec Accenture. Donc, on est vraiment sur une logique de filière métier très professionnalisante et qui est en train d'atteindre de passer encore un nouveau cap avec un travail à l'heure actuelle sur une certification plus qualifiante et identifiable pour donner vraiment un diplôme aux salariés en sortie de parcours. Et puis pour finir, quelques éléments quant aux perspectives post-sortie. 10% des salariés qui passent dans ces parcours-là font des sorties dans les entreprises
des services numériques. Accenture, mais aussi d'autres. Donc, on est quand même sur déjà un beau résultat pour des métiers qui sont des métiers complexes et qui nécessitent voilà, des formations assez poussées et des parcours assez longs. Dernier chiffre, le parcours, enfin la durée moyenne d'un parcours au sein d'Access, c'est de 15 mois. Donc, vraiment, là, il y a un engagement croisé des deux partenaires pour l'insertion et pour la qualification des salariés. Voilà, je trouvais ça intéressant de partager cet exemple-là avec vous. Merci Tiana pour cet exemple. Une question d'un participant sur connaissez-vous des difficultés de recrutement vu les profils recherchés? Ça, c'est une question qui s'adresse à moi. Pour Access. Pour Access, ok. Eh bien, pas vraiment. Alors, ce qui est sûr, c'est que certains types de freins ne sont en effet pas compatibles avec cette activité-là d'Access. Donc, ce qui est demandé, c'est que la personne ait un niveau mais minimal d'informatique, mais quand même un petit niveau. Donc, voilà, savoir faire une recherche sur Internet, savoir ouvrir un document Word, taper, enregistrer, enfin voilà, ce genre de choses. Bien sûr, c'est pas non plus compatible avec les personnes qui font face à des problématiques d'illettrisme parce qu'une partie de l'activité se déroule bien sûr voilà, par l'écrit. Enfin, l'écrit et la lecture tiennent une part assez importante dans le quotidien de ces salariés-là. Mais après, enfin, il y a quand même beaucoup de beaux profils qui sont éligibles avec ce type d'activité-là. Et même, enfin, ça permet de valoriser aussi certaines situations de multilinguisme ou de bilinguisme. Donc, j'ai le souvenir d'une équipe où il y avait pas mal de personnes réfugiés du sous-continent indien, donc avec des très bonnes compétences en anglais, qui avaient aussi un niveau en français, mais ils arrivaient aussi à valoriser leurs compétences en anglais parce que certaines des activités de support sont exercées au profit d'autres marchés que la France. Donc, parfois, ils peuvent être amenés aussi à intervenir en anglais. Donc, voilà, c'est de manière assez paradoxale, c'est des parcours qui permettent vraiment de valoriser assez grandement des compétences qui ne le seraient pas si facilement que ça dans le champ de l'insertion par l'activité économique. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu pleinement à la question. Merci beaucoup, Tiana. Quelqu'un demande si éventuellement tu pourrais mettre dans le chat le nom des entreprises et des projets pour qu'ils puissent aller chercher de l'information sur voilà, les projets que tu viens de présenter. Ok, oui. Voilà. Ou tu peux taper directement la réponse d'ailleurs en dessous de la question. Je peux répondre en direct dans le module questions-réponses, tout le monde le voit. Tu dois pouvoir commenter. Merci beaucoup. Pour ne pas terminer trop en retard, je vais juste inviter, si des chargés de relations entreprises ou des intervenants veulent répondre sur la question, quelle est votre méthodologie pour identifier les entreprises qui recrutent, puisque la plupart des offres d'emploi ne passent pas par les sites de Pôle emploi? Par exemple, Odette, voilà, comment est-ce que tu fais? Alors effectivement, beaucoup d'offres ne passent pas par le site de Pôle emploi. Et c'est pour ça qu'il est important de créer des partenariats avec des dispositifs divers et variés, notamment des dispositifs qui sont animés par soit des chefs d'entreprise, soit des RH. Hein, dans tous les bassins d'emploi, il y a des réseaux qui se mettent en place. Donc l'idée, c'est de pouvoir s'introduire dans ces réseaux-là. C'est aussi de créer des partenariats avec les fédérations, fédération du BTP, fédération du transport, la CAPEB. Moi, je travaille aussi beaucoup avec la CAPEB. Je travaille avec Mode d'emploi, qui me fait parvenir toutes ces offres d'emploi. Voilà, il faut sortir un petit peu des sentiers battus, effectivement, ne pas attendre qu'une offre soit publiée, mais plutôt travailler en amont, de façon à ce que l'entreprise qui recrute pense à vous
où l'organisme à qui elle va communiquer son besoin en personnel va penser à vous. Et alors, c'est un travail de longue haleine, hein, toujours. Il faut être très présent sur le territoire, voilà, pour être identifié. Moi, par exemple, j'exerce depuis maintenant. Mon poste existait avant la création d'USI, donc depuis 2012, et beaucoup des partenaires m'ont identifié comme étant une réponse possible à ces besoins en recrutement. Autre source importante, on n'en a pas parlé, mais moi je travaille beaucoup avec eux, ce sont les GEC. Les GEC, ce sont des organismes qui, eux, ont eux-mêmes des relations privilégiées avec des entreprises de leur secteur d'activité. C'est des parcours que j'adore dans le sens où quand même les salariés repartent avec une qualification reconnue dans la profession. Ils sont quand même accompagnés pendant le parcours, donc ils ne sont pas lâchés comme ça dans la nature. Voilà. Et moi, je travaille beaucoup avec eux. Donc je suis, je pense aussi là, bien identifiée. Et ils ont pour habitude de me transmettre leurs besoins quand ils ont des besoins. Voilà. Très bien. Merci Odette d'avoir répondu à la question. Oui, vas-y Sonia. Il ne faut pas hésiter aussi à utiliser les réseaux comme, alors on va les citer, mais Indeed. Et puis, il y a tous les réseaux sociaux professionnels qui sont une mine d'informations sur le sourcing et sur les évolutions d'entreprise. Les réseaux sociaux, une entreprise, quand elle… Voilà, les réseaux sociaux professionnels, quand une entreprise développe un nouveau marché ou est en train de développer la qualité, par exemple, souvent, c'est des informations qui passent. Donc, on peut en sous-entendre aussi un certain nombre de choses et partir en amont, effectivement, et d'être dans la démarche, comme le disait Odette, de tiens, j'ai vu qu'il se passait ça dans votre vie d'entreprise aujourd'hui, est-ce qu'on peut en parler parce que moi, ça m'intéresse. Et pour avoir recruté pendant longtemps aussi auparavant, il y a beaucoup de choses qui se passent sur Indeed. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qu'on ne voit pas forcément passer sur Pôle emploi. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à coupler tout ça, je pense. Sur Facebook, il y a des groupes de recherche d'emploi aussi. Donc, en local, souvent, en local. Emploi zéro. C'est ça. Et avec des recherches qui correspondent souvent bien à nos publics. Oui. Voilà, donc être invité dans les groupes, c'est intéressant. Oui, tout à fait. Merci pour vos réponses. On va devoir du coup clôturer ce webinaire. Il est 15h40, on a un petit peu de retard. Merci beaucoup à tous les intervenants d'avoir témoigné de vos pratiques, de comment vous travaillez au quotidien auprès des entreprises et des salariés en insertion. Donc le replay sera diffusé sur notre site internet et la page LinkedIn. J'ai vu dans les questions quelqu'un qui demandait si on avait des guides d'entretien, des outils à partager. Oui, ce sera le cas en janvier sur le site du réseau Demain. Les cycles de webinaires nous serviront à capitaliser des kits de pratiques, d'outils qu'on vous mettra bien sûr à disposition. Le prochain webinaire a lieu le 17 décembre à 14h sur la thématique de la PMSMP. Ce sera aussi l'occasion de préciser peut-être des points si vous le souhaitez. Quand vous aurez fermé ce webinaire, il y a une enquête qui s'ouvrira où vous pouvez nous suggérer des précisions, des sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde la prochaine fois. Encore merci à tous les participants, à tous les intervenants. C'était très riche et je vous souhaite bon courage pour la prospection à tous auprès des entreprises. Bonne journée. Merci.